Bonjour Marjolaine. Bonjour Olivier. Alors, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es une vraie entrepreneuse. Tu t'es lancée très jeune, à 22 ans. Tu as créé Jam, qui était un chatbot sur Messenger et qui est devenu un média conversationnel. Donc, tu vas nous l'expliquer après. Alors, on dit souvent que tu es la première Française invitée à la F8 de Facebook, qui semble être un truc énorme. Donc, il faut aussi que tu nous expliques. Tu as été dans plusieurs classements, MIT, donc sur les personnes les plus innovantes de moins de 35 ans, sur le classement Forbes aussi des 30 de moins de 30 ans. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que donc, tu es encore quelqu'un de très jeune, mais déjà tu as un parcours qui est très riche. Tu retiens quoi en fait de ton parcours jusqu'à présent? Ok, on commence fort. Qu'est-ce que je retiens aujourd'hui? Bon, déjà, je pense que je suis pas encore. Enfin, j'espère que je suis pas encore au bout de l'aventure, donc il y a encore plein de choses qui vont arriver. Je pense que cette question, tu me la poses maintenant, tu me la poserais à 2 mois d'intervalle. Tous les 2 mois, je retiens autre chose en fait. J'ai pas, tu vois, un espèce de grand enseignement. Mon focus et ce qui me semble important sur le moment va changer en fonction du contexte. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte particulier. Ce que je retiens, c'est que je suis contente d'avoir pris des risques et qu'en fait, ce que les gens appellent des risques, moi, je leur donnerais la définition inverse. C'est pour expliquer un peu, j'avais 22 ans, j'ai pas voulu aller bosser en conseil, en M&A, en banque, en marketing, etc. Je me suis dit, bah non, je vais monter un projet. Je savais même pas au début que ce serait une entreprise. Et tout le monde se disait que c'était un risque inconsidéré, alors que pour moi, aujourd'hui, quand je regarde un peu mon parcours, je me dis, le risque, ça aurait été de ne pas le faire. Ça aurait été de garder la voie de la raison, essayer de faire des petits pas, de préserver le peu d'argent que j'avais pas encore sur mon compte. Enfin, en fait, je pense que ce que je retiens, et ce que j'espère que je vais garder toute ma vie, c'est vas-y quoi. Tente, c'est pas grave de casser, c'est pas grave de se lancer sans savoir, c'est pas grave de pas tout savoir, de pas tout maîtriser. Et je pense qu'une période comme celle-ci de crise renforce cette conviction que, en fait, de toute façon, on n'aurait jamais pu prévoir ce qui se passe aujourd'hui, que des opportunités peuvent en être pour ceux qui ont envie de les voir. Et donc voilà, c'est un peu cette idée que il faut faire les choses, quoi. Et je pense que je le retiens de mon parcours et les meilleures choses qui se sont passées pour Jam ont été les moments où on n'a pas eu peur et on s'est juste lancé un peu naïvement, comme on le disait, quoi. C'est la naïveté de ne pas savoir quelles sont tes chances de réussir, quels sont les coups d'opportunité, mais juste faire ce que tu as envie de faire, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Jam? Question aussi, c'est d'où t'es venue cette idée, puisque tu as fait, je crois, un stage d'études aux États-Unis. Est-ce que ça vient de là? Et ça répond à quel besoin aujourd'hui? Alors Jam aujourd'hui, il faut bien distinguer, il y a le côté version utilisateur et côté client. Nos clients ne sont pas nos utilisateurs, ce qui est parfois une bonne chose et parfois plus compliqué. Côté utilisateur, on a créé en fait pour les 15-25 ans un média dans Messenger qui leur parle tous les jours de sujets de société, de sujets d'actualité. En 2 minutes, tu interagis avec ce chatbot, donc les petits robots avec lesquels on discute dans les messageries. Nous, en l'occurrence, on est dans la messagerie de Facebook, Messenger. Et tous les jours, on va créer un sujet. On va parler de la situation aujourd'hui des ouvrières au Bangladesh, on va parler d'endométriose, on va parler de la musique 8D, enfin plein d'enjeux, de sujets de société. Et notre promesse, c'est de dire en 2 minutes, tu as compris le sujet, tu as compris les grands enjeux, les fondamentaux, les chiffres clés, et surtout, on t'a fait réfléchir dessus et on t'a donné la parole. Donc, c'est la particularité d'un média qui est en conversation par rapport à un média vidéo ou article que je vais lire et consommer passivement. Là, il y a vraiment quelque chose de très actif et exigeant finalement parce que c'est du texte, je dois répondre, je dois donner mon avis pour faire avancer la conversation. Donc voilà, ce qu'on te propose, c'est ça dure 2 minutes, le format il est assez exigeant et en même temps il est sympa et tu vas apprendre un truc et surtout tu sauras ce que tu en penses toi. Alors que quand tu lis un article, tu peux le lire et puis à la fin, et toi, t'en penses quoi? Bah, je sais pas, j'ai juste lu l'opinion du journaliste et je sais pas. Donc ça, c'est côté utilisateur et côté client. Donc nous, on propose aux marques d'entrer en conversation avec leur communauté ou notre communauté. Donc on a une centaine de clients aujourd'hui qui veulent
justement entrer en conversation avec, par exemple, notre jeune communauté. Et une bonne conversation, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est poser des questions, être à l'écoute, transmettre un message. Et en fait, ce qu'on dit à nos clients, c'est vous voulez faire de la communication, du marketing aujourd'hui, c'est pas boum, voilà mon message, mais c'est plutôt d'abord je vais t'écouter, je vais t'interroger, te sonder, te comprendre, et à partir de là, venir te proposer un message, mais toujours dans cette manière de discussion et pas de voilà, je colle mon message en mode top-down et personne n'a son mot à dire. Et en fait, ça, c'est le point de départ. Et de là, on a créé vraiment une, je sais pas si agence outillée, c'est le mot, mais en tout cas, une proposition de valeur autour de la conversation où on permet à quels que soient nos clients, d'entrer en conversation. Et c'est ça notre proposition de valeur. Aujourd'hui, Jam, c'est pas une entreprise de chatbot, c'est pas la technologie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est qu'on permet d'entrer en conversation. Et par exemple, là, pendant le confinement, on a développé une nouvelle offre qu'on a appelée Tribe, comme une tribu. Et en fait, on permet aux entreprises d'entrer en conversation avec leurs collaborateurs sur ce format chatbot. Tu vois, poser des questions, échanger en one-to-one, faire remonter de l'information, transmettre des messages. Donc, Jam, c'est la conversation. Et ce que tu vends aussi aux marques, c'est un peu des tendances, des insights qui sont assez souvent difficiles en fait à capturer quand tu es dans des équipes marketing et qu'il y a un décalage de génération. Tu peux nous donner quelques tendances aujourd'hui sur les millennials, puisque justement, toi, tu es à l'écoute, tu es un média, tu es dans la conversation. Qu'est-ce qui remonte aujourd'hui sur cette génération? Alors, plein de choses. Et surtout, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de les distinguer. Dire, il n'y a pas le jeune, tout comme il n'y a pas le quadragénaire ou là, peut-être pas plus la ménagère de moins de 50 ans. En fait, les choses sont en train d'évoluer et en fait, une génération, c'est plein de personnes différentes au sein de cette génération. Après, effectivement, il y a des grandes tendances. Par exemple, là, on vient de faire une grande étude sur le bilan du confinement pour les jeunes. Et ce qu'ils attendent, quelles habitudes ils ont mis en place, ce qu'ils attendent du monde d'après, comme on dit. J'ai l'impression que ce concept, ce terme est déjà galvaudé, mais bon, le monde d'après. Euh, et par exemple, ils sont très nombreux à avoir quand même profité du confinement, je crois que c'est 89% pour mettre en place des nouvelles habitudes, pour se recentrer autour de choses qui sont importantes pour eux. Alors après, je pense que tous ces chiffres, on les voit et heureusement dans d'autres franges de la population, mais toujours un peu plus fortement et un peu plus assumé et proactif chez les plus jeunes. Et je pense qu'il y a toutes les questions qui se posaient et toutes les tendances qu'on observait en disant mais les jeunes, ils veulent plus d'engagement, plus de sens dans leur boulot, plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité. Ils veulent voilà. Et en fait, je pense que ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, a largement accéléré ça et qu'il va y avoir un peu des surprises encore sur le monde du travail, chez les consommateurs. Donc moi, je trouve ça super positif. Alors, il y a eu un fait d'actualité donc assez important pour Jam il y a quelques mois. Donc, c'est ce basculement en news page en fait Facebook. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait une dépendance qui était relativement forte effectivement de Jam à Facebook, puisque vous êtes dans Messenger. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé et quel a été le shift que vous avez été obligé de faire? Et puis aujourd'hui, ça veut dire quoi en fait d'être référencé par Facebook? Ouais. Donc nous, comme je racontais, on s'est positionné comme un média dans Messenger et ce qui implique qu'en fait, on doit être capable d'envoyer du contenu à nos utilisateurs. Et enfin, c'est surtout une super proposition de valeur pour nous et pour nos utilisateurs qui est, vous n'allez pas nous découvrir sur votre flux d'actualité, vous n'êtes pas obligé de venir sur le bot. En fait, vous êtes abonné. Et comme le journal distribué à ta porte ou plus récemment la newsletter ou qu'on t'envoie, en fait, tu reçois, toi, du contenu dans Messenger. On vient t'envoyer un message comme un ami qui viendrait t'envoyer un message. Et en fait, il y a quelques mois, Facebook a dit on change nos règles d'utilisation. On a envie que les chatbots, qui sont d'ordre très très différent, il y en a pour la météo, pour les jeux, pour plein de choses différentes, dont l'actu. On a envie que les chatbots soient quelque chose de plus proactif pour l'utilisateur et donc il y a plus ce côté, c'est l'utilisateur qui décide quand il vient lui parler. Euh,
et moins spammy du coup, parce qu'il y avait effectivement des bots qui un peu abusaient et qui envoyaient du contenu. Voilà, tu recevais des sollicitations tout le temps. Tiens, viens t'inscrire à mon truc. Tiens, viens jouer à ça. Bon. Et nous, on s'est dit bon ben, et ils ont dit sauf les chatbots médias, parce que par définition, un média, lui, il est censé pouvoir t'envoyer du contenu auquel tu t'es abonné. Donc nous, on s'est dit bon, bah, normalement, on devrait être référencé comme chatbot média, comme Newspage, parce qu'on en est un par définition. On connaît très bien les équipes de Facebook en France, mais aussi ailleurs, au siège, etc. Donc, on dit bon, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et la première fois qu'on a demandé la certification, on s'est fait recaler. Donc, on était un peu surpris. On a sollicité les équipes. Ils ne savaient pas trop quoi nous dire. Ils disaient voilà, bon, bah, les guidelines, c'est ça. Peut-être que vous ne les respectez pas. On ne sait pas. Et on a essayé deuxième fois. On s'est encore fait recaler. Donc là, on s'est dit OK, on va se faire bloquer. On s'est fait bloquer mi-mars. Donc, début du confinement, tout ça, super période. On s'est bloqué. On ne peut plus envoyer du contenu à nos utilisateurs. Et en fait, on n'a pas lâché l'affaire. On s'est dit, il n'y a pas de raison. Notre ADN, c'est d'être un chatbot média. Les équipes en France nous assurent que on est un chatbot média. Ils le savent. C'est effectivement dans notre ADN et qu'il n'y a pas de raison qu'on passe pas. Et donc, mais ils savent pas trop quoi nous dire, quoi. Et en fait, à un moment, je me dis, bah, je tente le tout pour le tout. Et j'ai envoyé un mail à Sheryl Sandberg, donc la numéro 2 de Facebook, avec qui j'avais déjà pu échanger un peu. Et ça s'était très bien passé. Elle m'avait écrit un mail de follow-up et tout. C'est assez cool, hyper cool. Et, euh, et donc, j'ai repris ce thread de mail et je dis Hi Cheryl, petit problème. Et en fait, elle me répond tout de suite. Et elle met en copie une de ses collègues. Elle dit Ashley en CC pour t'aider à régler ça. OK. Et donc de là, bah, en fait, on est redescendu un peu avec les équipes pour comprendre ce qui se passait. Et c'était tout bête, c'est que Facebook ou Messenger ne cherche pas juste des chatbots médias, mais il fallait que tu sois un média à l'extérieur de Facebook aussi. Donc nous, on avait déjà un site hellojam.fr sur lequel on référençait nos articles, mais c'était pas du contenu écrit, tu vois, que tu lisais. C'était juste, tiens, si tu veux aller sur tel sujet, clique et t'es redirigé dans Messenger. Et donc là, branle-bas de combat, pendant 3 semaines, on prend des dizaines d'articles Messenger et on les convertit en articles presse plus classiques, texte, quoi. Et on revoit tout l'UX du site, toute l'expérience. On design un média, en fait. En 3 semaines, on design un média classique, un média sur un site. Et on redemande la validation et on l'a eu. Donc, j'avoue que c'était vraiment les montagnes russes. Et ce que ça implique pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est de nouveau capable d'envoyer du contenu à nos utilisateurs et qu'aujourd'hui, en plus, c'est du coup un énorme avantage compétitif puisque la plupart des boîtes ne peuvent pas. Alors, c'est une super aventure et c'est quand même assez rassurant de voir qu'il y a encore des personnes chez Facebook avec qui on peut. Mais oui, qui répondent aux mails. Alors, juste avant de revenir en fait plus sur Jam et les étapes clés qui ont restructuré ton entreprise, qui ont structuré ton entreprise plutôt, juste encore une question sur Facebook. Comment tu vis cette dépendance? Alors, on a vu là, tu as réussi en fait à la surmonter. Dépendance aussi du fait que tu as un vieillissement aujourd'hui de la cible de Facebook. Donc, comment tu gères ça en fait à l'avenir pour ton business? Alors, juste sur le vieillissement de la population, sur Facebook, ça concerne beaucoup moins Messenger. En fait, beaucoup de jeunes n'utilisent plus Facebook, le réseau social, mais utilisent Messenger comme messagerie. Donc, D'accord. c'est quand même, on est encore préservé là-dessus, mais de toute façon une dépendance à ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je dis Jam, c'est pas un chatbot Messenger. Jam, c'est une société qui a fait de sa mission la conversation. Et aujourd'hui, donc c'est vraiment ce pas de recul, il est hyper important pour nous parce que on dit bah aujourd'hui les outils et la communauté, elle est importante et ils sont vraiment pertinents dans Messenger. Mais en fait, on est déjà, j'allais dire demain, mais en fait, on est déjà aujourd'hui en train d'étendre à d'autres écosystèmes. Donc, on s'est lancé sur Teams, par exemple, de Microsoft, quand on fait Tribe pour l'interne des entreprises. On s'est lancé sur le web. Donc, aujourd'hui, on est capable de déployer des conversations
sur une interface web. Donc, en fait, on n'a aucune dépendance puisque tout le monde peut y accéder. Dans WorkChat, alors ça, c'est aussi l'univers Facebook, mais c'est Workplace, le réseau social interne aux entreprises de Facebook. On va regarder ce qu'on peut faire sur WhatsApp, même si c'est beaucoup plus limité. En fait, moi, c'est marrant parce que souvent, on me pose la question, est-ce que vous allez aller sur le VoiceBot, sur Alexa, sur Google Home, etc. Je dis, ben, nous, on n'est pas une société avec un département innovation, R&D, qui a envie de s'amuser, tester des choses, faire des preuves de concept, etc. Tout ce qu'on doit faire, ça doit avoir un usage tout de suite. Ça doit être pertinent tout de suite. Alors, même si on teste des choses, et pour les ramener très, très vite dans notre business model et à nos clients. Et donc, par exemple, les assistants vocaux, aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas assez percé pour que ce soit intéressant d'aller créer des choses dessus. Ce serait intéressant intellectuellement, mais j'ai des ressources limitées et je dois, tu vois, tout de suite avoir. Et donc, pour moi, à court terme, en fait, Messenger, c'est le bon cheval parce qu'il y a du monde dessus, c'est notre audience. Et les outils sont les bons pour. Enfin, on a plein de. Enfin, l'expérience qu'on peut avoir sur Messenger, sur les chatbots, c'est la meilleure aujourd'hui du marché. Il n'y a aucun, même sur Teams, sur Slack, on ne peut pas faire des bots aussi poussés. Mais en fait, on est déjà en train d'étendre à d'autres outils. Et demain, si Messenger n'est plus pertinent et qu'on n'a plus notre place dessus, en fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est agnostique. Notre savoir-faire, c'est pas de faire du bot Messenger, c'est de savoir avoir un comité de rédaction qui choisit les bons sujets, faire de l'édito, quel est le bon rythme d'une conversation, quelle est la bonne fréquence, voilà, de quoi on parle, comment on interroge, comment est-ce qu'on collecte de l'insight, comment on le retranscrit. Et tout ça, c'est du jus de cerveau, en fait. Et Messenger, c'est aujourd'hui le bon cheval. Donc, oui, on a une dépendance et de toute façon, et comme on l'a vu là avec le challenge qu'on a eu de la certification Newspage, il faut qu'on soit adaptable très, très vite. Mais ça fait partie de notre culture aussi. Et donc, on est là où le vent est bon, quoi. Donc vraiment un média nouvelle génération avec la conversation vraiment au centre du modèle. Donc ça, c'est une étape enfin, que je trouve intéressante et importante pour Jam. Est-ce que tu peux revenir depuis voilà, tes débuts sur quelles sont un peu les décisions ou les faits marquants ou les étapes qui ont structuré Jam? Ouais, c'est une longue histoire de plusieurs années, mais je pense que bon, la première étape, ça a été de créer la société quand on était étudiant. Et en fait, on avait plein d'idées. On avait juste envie d'entreprendre. C'est marrant, en fait, j'ai eu à la fois, j'avais envie d'entreprendre et à la fois, j'avais cette idée de créer quelque chose qui résonnait auprès des étudiants de mon école et de créer de la valeur pour eux. Au début, en fait, j'avais envie d'aider les gens dans leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours suivi Jam, c'est qu'on avait j'avais envie de créer quelque chose de gratuit, accessible à tout le monde, qui aide dans le quotidien. Et la question du business model s'est posée après, peut-être un peu trop tard. Et maintenant, pour ma prochaine boîte, je me poserai tout de suite la question du business model parce que je pense que ça n'a pas que du bon, en fait, de créer d'abord une communauté, d'abord un service gratuit, un usage, et après se poser la question. Il faut vraiment se faire un peu des nœuds au cerveau pour que ce soit bien organique et que ça ne vienne pas polluer ce que tu as créé. Donc voilà, maintenant, je pense que je penserai les deux en même temps. Euh, mais la première étape, voilà, c'était de créer quelque chose qui résonnait avec les étudiants autour de nous. Et on a créé en fait c'était pas du tout Jam tel qu'il existe aujourd'hui, c'était une plateforme d'échange entre étudiants au sein du campus pour qu'ils se partagent des bons plans, un bon plan d'appart, de stage, de job, de trottinette, bouquin, enfin voilà, une espèce de marketplace. Et ça, j'ai eu l'idée quand j'étais aux États-Unis. En fait, j'ai passé un an à Berkeley, en Californie. J'arrive sur ce grand campus, il y a plein de choses, plein d'opportunités, mais hyper dur de communiquer avec les gens de l'école, au-delà que pour du social et des soirées, mais vraiment pour me dire, mais moi j'ai envie d'habiter avec des gens de la fac, j'ai envie de trouver un covoiturage pour ce week-end, d'acheter un van avec des potes, mes bouquins de finance ils coûtaient $150, je comprenais pas ce qui m'arrivait, enfin c'était, voilà, je me suis dit c'est dommage qu'on puisse pas se partager des bons plans, ça paraît évident maintenant parce qu'il y a plein de solutions qui se sont développées, mais en tout cas c'est comme ça qu'on s'est lancé et vraiment c'était étudiant, on savait pas trop ce qu'on faisait, on n'avait pas l'impression de monter une entreprise, on avait juste l'impression de répondre à un besoin, quoi. Et c'est en fait des amis
qui, pour mon anniversaire, la première année où j'ai monté où j'ai commencé le projet, m'a offert un bouquin. Alors à l'époque, nous, on parlait même pas de start-up. Il m'a offert un vieux bouquin qui traînait à la Fnac, créer son entreprise. Le premier chapitre, c'était quelle est votre zone de chalandise? De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'aurais dit, mais pourquoi vous m'offrez ça? Il m'a dit, bah, pour ta boîte. Je dis, quelle boîte? Bah là, ce que tu montes, ta plateforme. Ah ouais, mais pour moi, c'était même pas une entreprise, en fait. C'était, je sais pas, une app, un site internet. Je voyais pas le lien. Et en fait, bah oui, c'était mon espèce de coming out d'entrepreneur. Bah oui, en fait, tu es en train de monter une boîte, quoi. Ah ouais, ok. Et du coup, je m'y suis vraiment dédiée corps et âme. Et j'ai pu faire même mes stages d'études dans ma boîte. Donc, j'étais ma propre maître de stage. C'était un peu bizarre. Et en fait, la première grande étape, c'est ça. C'est un peu découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, aller à des startup week-ends, aller à des conférences, prendre la parole dès qu'on me la donne, vraiment tomber dans cette espèce de marmite d'ébullition de waouh, tout est possible. Et surtout, ça me paraissait, et je le pense encore, beaucoup plus excitant que ce que j'aurais, que mes autres possibilités qui étaient aller en banque, etc. Ça me parlait beaucoup moins. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas d'objectif. Je sais que par exemple mes parents me disaient ah, avec tout le mal que vous donnez, j'espère que vous allez quand même réussir. Et je me disais mais pour moi on a déjà réussi en fait. Enfin, je sais même pas. En fait, je projetais même pas ce que c'était que la réussite. Je me disais bah, c'est bon, on y est là. On a créé un site, il y a des étudiants dessus. Je vois pas ce que tu attends de plus en fait. Ou ma grand-mère qui me disait oh, je t'ai vu tellement te donner du mal pendant tes études et là tu es au chômage et tu te casses les dents. Non, mamie, je suis pas au chômage. Je dis, mais tu te payes? Non. Ouais, ok, t'es au chômage. Tu t'es foiré, quoi. Ok. Et donc voilà, moi, c'est vraiment première étape, c'est passion, répondre à un besoin, être en contact avec les étudiants dans les halls, leur donner des tote bags, les inscrire, les machins. Hyper cool. Rejoindre l'incubateur de Sciences Po, le Nouma, The Family. Enfin voilà, on a fait un peu le tour des incubateurs, accélérateurs, pépinières, etc. Et puis, il y a eu deuxième étape importante, on a levé un peu d'argent auprès des business angels de Sciences Po. Et en fait, quand tu lèves de l'argent, au début, tu te dis, c'est génial, on a encore plus de souffle, plus d'opportunités, plus de temps, de ressources. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est que tant que tu ne te payes pas, enfin, on avait eu une subvention de la BPI, mais tu vois, c'était vraiment genre 12 000 euros, on ne se payait pas avec ça. Enfin, tout le monde était volontaire, les stagiaires étaient volontaires, etc. Tant que tu ne te payes pas et que ta survie, enfin, en fait, tes dépenses et tes entrées d'argent ne dépensent pas de ta boîte. Et du coup, à côté, je faisais du freelance. Et ce qui est génial, c'est que ce que je vais aller vendre comme compétences en freelance, c'était ce que j'avais appris pendant mes quelques mois d'entrepreneuriat, bien plus que pendant 5 ans d'école de commerce. En fait, c'était, voilà, je revendais, j'apprenais à tweet, les gens, quelques personnes à tweeter, j'animais des confs, je faisais des sites internet avec des CMS, des machins, je faisais complètement débrouille. Et donc, du coup, pour moi, l'aventure entrepreneuriale, elle était illimitée. Et il n'y avait pas de milestone, il n'y avait pas de KPI de succès, il y avait juste on s'éclate et c'est cool. En fait, à partir du moment où tu lèves de l'argent et que tu te dis, bon, bah, on va se payer un SMIC et payer nos stagiaires, etc., bah, en fait, tu dis, du coup, ça me fait 8 mois. Et là, tu rentres complètement dans une autre logique où tu te dis, mais il faut qu'on en soit où dans 8 mois pour continuer, en fait. Parce qu'on ne va pas être rentable. Ou alors, c'est une autre, enfin, dans ce cas-là, c'est une stratégie, une décision à prendre. Mais si ce n'est pas ça qu'on cherche, de l'argent, et qu'est-ce qu'il faudra avoir des fonds, quels sont... Et donc en fait tu rentres dans une toute autre logique. Donc la phase 2, si j'essaie de simplifier, c'est pas facile, mais pour moi c'est ça, c'est on a levé de l'argent, et donc maintenant ben, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait, qu'est-ce qu'on cherche à prouver, qu'est-ce que c'est que la réussite, qu'est-ce que ce serait que l'échec, enfin, et donc là on était au Numa à ce moment-là, on a continué à travailler sur notre plateforme et à un moment, on se rend compte qu'en fait, en regardant vraiment les métriques, les chiffres, etc. d'usage, on se rend compte que nos utilisateurs, ils consomment beaucoup de contenu que nous, on avait posté sur la plateforme pour les faire venir en disant hey, on vous a dégoté un stage là, une mission de freelance là, un petit job ici, tel appart à côté de la fac, etc.
en fait, les gens venaient pour consulter ça, mais ils postaient pas trop de messages, eux, pas trop de contenu. Donc, ce qui était au début un hack pour faire vivre la plateforme est devenu notre proposition de valeur première. Et ça, pour moi, c'est vraiment à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, je dis, mais il faut que tu aies envie de répondre à un besoin. Et après, laisse le marché, laisse tes utilisateurs, tes clients te guider et t'apprendre comment ils vont, eux, enfin, ils vont t'apprendre non seulement comment tu vas les aider à résoudre, à répondre à ce besoin, mais parfois, ils vont même t'apprendre quel besoin tu résous. Et nous, on pensait que le besoin, c'était se partager entre eux des informations. Et en fait, il fallait remonter d'un cran, c'était accéder à de l'information, accéder à des bons plans, accéder à de l'info, etc. Et c'est pour ça que je dis, il faut savoir toi, donc là je fais une petite digression peut-être sur les conseils et ce que moi je retiens d'entrepreneuriat, mais il faut savoir toi ce qui t'anime au sens assez large. Mais après, voilà, finalement c'est aider les étudiants à avoir une vie plus riche, ou les jeunes à avoir une vie plus riche, euh, de façon agréable et enlever les pain points, les douleurs, les frictions, etc. Ça, c'est l'objectif macro. Après, je pense que comme ça, pour ça, c'est avoir accès à de l'information, avoir accès à des bons plans, etc. Je pense que pour ça, il faut qu'ils se les partagent entre eux en toute confiance au sein de l'école. Et je pense que pour ça, il faut une plateforme d'échange entre étudiants. Tu vois, ça fait beaucoup d'assumptions, beaucoup d'hypothèses. Et en fait, il faut rester, je pense, c'est la première qui est importante, c'est qu'est-ce que tu veux faire toi. Et après, tu vas affiner. Et il ne faut pas être attaché. En fait, on pense que l'entrepreneur, il a beaucoup d'ego. Moi, je pense qu'au contraire, il a beaucoup de passion. Et après, il faut être ultra humble dans, on va me mener là où c'est les gens qui ont raison, en fait. C'est pas moi. Je ne crée pas un produit juste pour moi. Donc, cette étape, c'est comprendre nos utilisateurs, comprendre ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que en discutant avec eux, et ça, c'était vraiment le aha moment de Jam, c'est on prend les utilisateurs autour de nous, avec nous autour d'une table et on leur dit voilà, j'ai envie de t'aider à trouver des bons plans, accéder à de l'info, etc. Voilà, j'ai plein de nouvelles idées d'applications, je te les fais tester sur tu vois, des écrans, de mock-up, des dessins, tu me dis ce que tu en penses. Et là, ils nous disent mais je m'en fous, moi, d'avoir une énième appli. Si tu veux vraiment m'aider, je vais te dire ce dont j'ai besoin et je cherche un stage en finance à New York, une idée de cadeau pour les 50 ans de ma maman, un bar où emmener mon date Tinder, etc. On dit bon, ok, je vais noter, donne-moi ton mail et je reviens vers toi d'ici 24 heures avec des idées et des solutions. Et en fait, on a commencé une discussion avec eux comme ça. Et en 2 semaines, ils étaient 800 à s'être passé le mot. On est passé de mail tu vois, de vive voix autour d'une table, au mail, à du SMS, à Messenger au bout de 3 mois. Et là, phase d'hypercroissance, on passe à 80 000 personnes qui envoient des messages à Jam en quelques mois. On fait une autre levée de fonds, donc en tout, on a relevé un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà, c'est hyper grisant. Et là, nouvelle phase d'adaptation. Les SMS, ça nous coûte super cher. C'est pas pour envoyer pour nos utilisateurs pour rester gratuit, mais nous, ça nous coûtait très cher. On avait ce qu'on appelait des backers pour I've got your back, des étudiants de tous les 4 coins du monde pour être 24 heures sur 24 qui répondaient aux questions. Et donc, ça nous coûtait cher aussi. Et en plus, on avait une armée de devs qui essayaient de développer les algorithmes, l'interface, etc. Donc, les dépenses explosent. Et encore une fois, on avait un business model de fortune, on va dire, où on aidait des entreprises à trouver des stagiaires, on aidait le bar du coin à se faire connaître. Enfin, mais bon, c'était bricolé, c'était pas structurel. Ce qui nous éclatait, c'était vraiment la partie utilisateur et techno, etc. Et là, on se dit, bon, pareil, un peu un wake-up call de réalité. Le premier wake-up call, c'est on n'est pas en train de faire ce qu'on croit faire. Nos utilisateurs nous montrent qu'on fait autre chose. Deuxième wake-up call, c'est le modèle ne tient pas. Et donc, on est obligé de réaligner et encore une fois, d'avoir cette prise de recul de qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que veulent nos users, comment on s'entend qu'est-ce qu'on écrit au milieu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait entre nos users et nous, où est-ce qu'on se rencontre. Et du coup, c'est là qu'en plus, il y avait une opportunité qui était que Facebook ouvrait la possibilité dans Messenger de créer des chatbots, ce qui n'existait pas il y a 4-5 ans. Et donc là, on prend le coche, on avait tout qui était prêt, on prend le coche et on bascule sur quelque chose de 100% automatisé. Chatbot, du contenu écrit en amont, distribué de manière asynchrone.
Et là, quelques mois pour un peu trouver quel contenu en fait on va proposer à nos utilisateurs, parce qu'on se rend compte que ce qui est important pour nous, c'est d'être en conversation avec eux dans leur quotidien, de les aider à répondre, enfin de rendre leur vie plus agréable. Et après, on va voir comment, on va voir exactement quel est l'angle, et il y a plein de façons de rendre la vie de quelqu'un plus agréable. Et donc aujourd'hui, après quelques itérations, on est Jam tel qu'il existe aujourd'hui, qui est transmettre du contenu, faire réfléchir, faire rire, informer, permettre de prendre de la hauteur, etc., à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'étudiants. Et entre-temps, on a construit le business model. Voilà. Alors, tu racontes cette histoire comme si ça avait duré 15 ans. En fait, ça a duré 3-4 ans. Donc, ça a Ouais, été un peu plus, hein, mais un ouais, peu plus. Mais en tout cas, ouais, vécu en ouais. accéléré. Juste quelques petites questions, en fait, avant de terminer. Tu disais, tu répètes assez souvent les choses qui m'animent. Donc, on parle beaucoup de culture d'entreprise, et notamment de culture d'entreprise en start-up, parfois un peu idéalisée. On a vu les Airbnb, les Uber, les Bird récemment, qui ont un peu désacralisé via Zoom, on va dire, ces cultures d'entreprise. Toi, c'est quoi la culture d'entreprise de Jam? C'est quoi tes valeurs et qu'est-ce que tu essayes d'insuffler dans cette société? Alors juste, je crois qu'Airbnb, ils ont fait les choses mieux, je crois, hein. Ils ont fait des one-to-one avec les managers. C'était Je un crois que peu c'est un peu mieux. les seuls, je crois, hein. D'abord un grand discours du président, de Brian Chesky, et après, Ouais, ouais. Mais effectivement, ça a de toute façon désacralisé quelque chose. Mais ça fait un moment, hein, les WeWork, etc., que la bulle est un peu, le rêve est en train de s'effriter quand même. Moi, ce que je cherche, c'est des gens curieux qui ont envie de rejoindre la société, qui ont envie d'apprendre. Et je trouve qu'à partir de là, tout est possible en fait. Et du coup, ça me donne une grande liberté dans les profils que je recrute, dans les écoles qu'ils ont faites ou pas faites, dans les parcours qu'ils ont eu avant. Parce que tant qu'ils ont envie d'apprendre, je sais qu'ils vont faire de la veille, qu'ils vont s'intéresser à tout ce qui se passe dans la boîte pour avoir la vue d'ensemble, qu'ils vont progresser, qu'ils vont avoir vraiment un ownership, quoi, une responsabilisation, un sens de c'est mon terrain de jeu et c'est à moi de faire ce que. Et en fait, ça, ça paraît tout bête, mais ça permet de ne pas avoir du micromanagement, d'avoir des gens qui progressent. En fait, j'ai envie de gens qui veulent apprendre, mais du coup, le revers de la médaille, c'est que tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, ça ne va pas marcher. Il y a un moment, ça va plus marcher. Et ma culture d'entreprise, c'est vraiment ça. On est tous là en train de se former. Tu vois, un exemple parfait, je pense, c'est en ce moment, on est en train de faire du coup, pendant ce moment où on travaille tous à distance, j'ai lancé un petit exercice dans l'équipe business où du stagiaire à mon directeur général qui est Head of Sales, je dis voilà, j'ai fiché, j'ai pris les bouts intéressants du bouquin The Art of Closing, qui est un livre sur les sales, apparemment de référence qui m'a beaucoup plu. Maintenant, on va se répartir tous les 5, chacun une partie. Et tous les jours, pendant 1 heure, donc 5 jours, on va faire chacun un exposé aux 4 autres de la partie. Pendant une demi-heure, on fait l'exposé, et pendant une demi-heure, on fait l'exercice de qu'est-ce que ça change sur notre façon de faire du business aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, tu vois, tu as le stagiaire qui a des étoiles dans les yeux en mode c'est génial, j'apprends plein de trucs et tout. Et mon head of sales qui a 40 ans, je me dis, est-ce qu'il va mal le prendre que je mette fin? Et en fait, non. Il y a cette espèce d'humilité de tous, de cette envie d'apprendre, de s'améliorer, qui est hyper partagée. Enfin, à partir de là, tu en découle, je pense, une culture d'entreprise où tu sais que les gens, ils sont motivés intrinsèquement parce qu'en fait, ils viennent pour apprendre, pour progresser. Qui vont voilà, toujours se former, toujours avoir envie d'innover, de créer des nouvelles choses, de sortir de leur zone de confort, te surprendre. Et ça crée aussi, bien sûr qu'il y a un semblant de hiérarchie parce qu'on le doit, je pense, à nos stagiaires, à nos juniors, de les former, de les accompagner, etc. Mais en fait, je pense que c'est la bonne hiérarchie, même si le mot ne me plaît pas du tout, mais c'est de dire, en fait, de toute façon, on est tous là pour apprendre. Donc finalement, on est quand même sur un pied d'égalité. Il n'y a pas celui qui sait et qui a fait le tour et celui qui est là pour découvrir, quoi. Donc moi, la culture, c'est exigeant, bienveillant. Je pense que c'est un peu
deux compliments qu'on peut faire à une culture d'entreprise. Et du coup, j'espère que c'est ce qu'on a, que c'est ce qu'on a créé, et surtout une culture où les gens ont envie d'apprendre. Et aujourd'hui, on sollicite pas mal pour intervenir en entreprise justement sur la culture d'entreprise et les nouvelles façons de travailler, les nouvelles attentes, exigences des jeunes, mais pas que. Et en fait, ce que je raconte, moi, c'est l'entreprise de demain, c'est une entreprise en apprentissage continu et qui est centrée autour du collaborateur, euh, pas de l'actionnaire, pas du client pour ceux qui ont un peu switché ces dernières années, mais du collaborateur. Et c'est de là que tout va émaner. Et c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime moi beaucoup. Et à la fin des conférences, souvent des salariés qui viennent me voir de tout âge, quoi, et pas du tout que les plus jeunes, et pas, même pas plus les plus jeunes, et qui viennent me voir et qui disent mais merci, je croyais que j'étais folle de vouloir ça, je croyais que j'étais folle de vouloir me former, apprendre, pas juste pendant les 2 jours de séminaire le 15 juillet, pas juste pendant le MOOC que personne n'a fait, enfin, vraiment d'être dans cette logique de développement, de croissance. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a parfois des managers qui me disent non, mais attendez, le bien-être collaborateur, ça c'est bien gentil, mais je leur dis non, non, mais en fait, je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de dire mettez un baby-foot, un team building, et un je sais pas quoi, des granolas dans l'entrée. Si vous voulez rendre les gens contents, renvoyez-les chez eux devant un barbecue, Netflix, ils seront toujours plus contents qu'au bureau. Vous avez perdu sur ce terrain. Mais si vous voulez aider les gens à croître, à s'épanouir, à se développer, à avoir de l'impact, franchement, le barbecue et le Netflix font pas le figure. Donc là, vous avez un terrain de jeu, vous pouvez gagner. Et moi, c'est ce que j'essaie de créer. C'est un endroit où les gens peuvent croître. Et mes deux dernières questions. La première, c'est donc il y a Marjolaine, il y a Céline Lazortès, il y a Pauline Legnaud de Gemio, il y a Julia Bijaoui sur Frishti. Donc il y a des femmes qui ont réussi dans la tech et dans ce monde de l'entrepreneuriat au sens large, mais il n'y en a pas assez. Donc toi, tu donnes quoi comme conseil à ces femmes qui peut-être hésitent à se lancer aujourd'hui? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux nous citer un livre ou une personne qui t'inspire ou qui t'ont inspiré, toi, pour te lancer? Alors, sur la question des femmes dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de revenir un peu quand tu me posais la question au début de qu'est-ce que je retiens de mon parcours, qui est le risque, ça aurait été de ne pas le faire. Et en fait, juste avoir envie de s'amuser, de créer, de suivre ses motivations internes, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as cité, il y a des très bons exemples de femmes qui sont lancées, qui ont réussi, qui ont entrepris, qui ont fait des boîtes à leur image, je trouve. Donc, se focaliser sur le verre à moitié plein, en fait, se dire, il y en a qui l'ont fait, c'est faisable. Et puis même s'il n'y en avait pas qui l'avaient fait, j'aurais envie de prouver que je suis la première à le faire. Enfin, vraiment se dire, bon, dès qu'on voit quelque chose, en fait, se dire avoir un biais qui te dit tout ce que je vais voir, tout ce que je vais penser doit me conforter dans l'idée que je dois y aller, plutôt que l'inverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment juste de la perception. Et donc, changer sa perception, en fait. Tu vois qu'il y a des femmes qui l'ont fait, et si tu as envie de te lancer, tu te dis, OK, je peux. Tu vois qu'il n'y en a pas, tu te dis, génial, je vais être la première à le faire. Tu vois que c'est facile, tu te dis, j'y vais. Tu vois que c'est dur, tu te dis, génial, je vais aller affronter la montagne. Enfin, c'est vraiment, je pense, une question de perception. Parce que effectivement, objectivement, aujourd'hui, il y a moins de femmes qui se sont lancées, moins de femmes qui ont réussi, qui sont mises en avant, etc. Donc, il ne faut pas aller chercher de l'objectif. Il faut juste se dire, tu as envie d'y aller, maintenant accroche-toi et change ta perception pour te lancer. Et de toute façon, il y a plein de belles choses qui sont possible aujourd'hui quand on a envie d'entreprendre, et il y a plein de gens qui ont envie de nous aider. Il y a, tu vois, finalement, tu as cité assez naturellement quelques femmes parce qu'on est aussi très mise en avant, on nous donne la parole. Donc, il y a quand même une bienveillance aussi qui s'exprime. Et donc, c'est pas si le monde de l'entrepreneuriat pour les femmes, enfin, j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui aident et qui accompagnent, et des gens qui ont envie de nous voir réussir. Donc il faut juste y aller. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, il y a jamais le bon moment parfait, le profil parfait. Si on a de l'argent, on a peur de le perdre. Si on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment se payer les débuts de la boîte. Si on est étudiant, enfin bref,
Tu vois, il y a jamais. C'est ce que je dis à des gens de tout âge et de tout genre et situation. Il n'y a pas un jour où vous allez vous réveiller et en fait, c'est le moment parfait pour entreprendre. Non, c'est toujours un peu bancal. Toujours une prise un peu de risque. Voilà. Euh, et sur ta question de livres ou personnalités qui m'ont inspiré pour me lancer, bon, il y en a plein. Mais moi, le premier livre que j'ai lu d'entrepreneuriat, c'était Rework de la boîte Basecamp 37 Signal. Et qui, en fait, si tu veux, j'ai lu le bouquin et j'ai envie de tout noter. J'ai écrit des pages dessus parce que j'ai, moi, j'étais à HEC à côté. J'ai fait HEC, Sciences Po. J'étais dans ces deux écoles en même temps. Bon, c'était un truc aménagé, hein, je faisais pas. Mais j'étais vraiment biberonnée à un autre récit de ce qu'allait être ma vie professionnelle. De ce qu'allait être grimper dans les échelons, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, des contraintes, de qu'est-ce que c'était que le succès, de qu'est-ce que c'était qu'une carrière, etc. J'étais un truc hyper classique sur des rails. Et là, je tombe sur ce livre qui déconstruit tout, qui est sur un ton hyper léger. Enfin, chaque chapitre, c'était un petit bonbon, quoi. C'est des chapitres qui sont en 2-3 pages, avec des titres hyper bien sentis, un peu provocateurs, et qui te parlent de culture d'entreprise, qui te parlent qui te disent mais tu sais pas ce que tu vas manger dans 3 jours, donc pourquoi tu me fais un business plan sur 3 ans? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment, ça m'a complètement chamboulée, et c'est ça qui m'a donné la niaque. C'est vraiment j'avais une petite flamme au fond de moi, et j'ai lu ça, et il y a eu un énorme feu et je suis partie, quoi. Merci beaucoup, Marjolaine. Ce qui Avec est top, plaisir. c'est que tu as toujours autant les yeux qui brillent. Et ça fait vraiment plaisir à voir et tu parles en fait avec énormément de passion de cette aventure. Donc, merci de ton temps et puis bah, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.